matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Très très heureuse de recevoir aujourd'hui le professeur Didier Raoult. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, donc professeur de médecine, infectiologue, microbiologiste et auteur de ce dernier ouvrage, Ni angélique ni diabolique, les antibiotiques, aux éditions Michel Lafon. On va d'abord parler de ce livre et en fait, ce livre... On pourrait croire, en tout cas je dis ça pour nos auditeurs, que ça concerne les antibiotiques et que ça ne concerne pas forcément tout le monde. Mais d'abord, tout le monde peut avoir à consommer des antibiotiques. Mais surtout, en fait, derrière, quand on détricote toute la bobine de fil, on se rend compte que vous révélez tout un système en fait, qui est verrouillé, tout un monde, et notamment le système de santé. On va en parler ensemble. Mais d'abord, partons du fond et de la question des antibiotiques, sur lesquels, vous l'expliquez très bien, il y a énormément de fausses vérités. Et je vais reprendre quelques informations que vous donnez et on va commencer là-dessus. Vous rappelez que l'antibiotique est parfaitement naturel, qu'il n'est pas une création de l'homme, que la biorésistance, et on va réexpliquer ce que c'est, existe, certes, mais qu'elle est également naturelle et qu'elle ne doit pas forcément provoquer notre inquiétude, contrairement à ce qu'on a pu entendre et ce qu'on peut entendre dans les discours, notamment de l'OMS et d'autres grandes institutions sanitaires. Et puis, en fait, vous vous rappelez également que la durée de vie de l'antibiotique n'est pas forcément de 20 ans, comme ça l'est souvent annoncé. Vous allez expliquer pourquoi on donne d'ailleurs cette durée de 20 ans. Pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont des antibiotiques et comment ils fonctionnent? Vous avez notamment parlé de cette guerre de microbes, ce que je trouve particulièrement intéressant. Alors, ce qu'on appelle les antibiotiques, c'est des molécules qui ont une activité contre quelque chose de vivant. Voilà. C'est sa définition la plus simple. Au départ, oui, on considérait que les antibiotiques étaient quelque chose qui était sécrété par les bactéries et les champignons pour avoir une activité contre les bactéries. C'est comme toutes les définitions, c'est une définition qui emprisonne le concept, et c'est pas vrai, parce que c'est pas si ça. Il y a des molécules chimiques qui ne sont pas créées par les micro-organismes. Parmi les molécules qui sont dites antibiotiques, il y a des anticancéreux, il y a des antiviraux, il y a... Et donc cette définition, comme la plupart des définitions, sont l'objet d'une éducation primaire qui n'est pas dépassée dans l'esprit de l'immense majorité des gens. Je vais vous donner un exemple que je donne dans le livre d'ailleurs. Il y a un antibiotique, il y a une bactérie qui, dans certaines conditions, peut devenir résistante, qui est Escherichia coli, une des bactéries, c'est la plus banale de toutes les bactéries. Eh bien, cette bactérie, même quand elle est multirésistante, est très sensible à une molécule qui s'appelle l'AZT, qui est une des molécules qui a été le plus prescrite au monde pour le traitement du sida. Elle est parfaitement active, elle est parfaitement anodine et on pourrait l'utiliser. D'accord, mais ça ne rapporte pas d'argent, voilà, parce qu'elle est vieille. C'est le cœur du problème, et c'est le cœur de votre livre, pas le cœur, il y a beaucoup de sujets, mais une des questions franchement fondamentales qui permettent d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous commencez comme ça, votre livre dans votre introduction, le monde change à une vitesse folle, dites-vous. Nous sommes dans la plus grande révolution biologique de tous les temps, qui n'a de comparable, de mon point de vue, que la révolution de la physique au début du XXe siècle et la révolution de la connaissance géographique. Alors, on va expliquer pourquoi ce monde change, mais on va continuer un petit peu sur les antibiotiques de manière précise pour que les auditeurs qui ne connaissent pas forcément tout ça puissent comprendre. Je suis allée sur le site du ministère. Je voudrais Allez-y. Simplement rajouter un mot sur ce qui change. Oui. On est rentré, si vous voulez, pour la biologie, de manière à peu près contemporaine du XXIe siècle. Bien sûr, tout ça ne veut rien dire. C'est quelques années avant le XXIe siècle, dans ce qu'on a appelé la révolution des omics. Ça a commencé par la séquence des génomes, et puis ça a ensuite continué par la séquence des messages qui vont, l'ARN messager, dont on entend un petit peu parler ces derniers temps. On va en reparler d'ailleurs. Qui va de l'ADN aux protéines et puis à l'analyse des protéines. La plupart des interlocuteurs référents dans les maladies infectieuses n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Parce que ça a moins de 20 ans, qu'ils ont terminé leurs études il y a plus de 20 ans, et que leur formation est une formation de congrès organisé par les antibiotiques. Et que donc,
vous parlez de choses. Je vous rappelle que moi, j'ai eu l'occasion j'étais le premier au monde à montrer qu'il y avait des variants dans le Covid. Le référent virologue télévision disait il n'y a pas de variants dans le Covid, et le ministre Véran, à l'époque, parce que les ministres, ici, ça tourne, m'a dit face à face, il n'y a pas de mutant dans un virus à ARN. Ça signifie qu'il n'a pas assisté aux cours que je donne en deuxième année, quand même, vous voyez. C'est-à-dire que le niveau d'ignorance, bien entendu, l'ignorance se creuse quand la vitesse de la connaissance augmente. Et la vitesse de la connaissance a augmenté. Moi, mon premier génome, le premier que j'ai fait à 23 ans, d'accord, et donc j'ai passé des semaines pour essayer d'analyser ça point par point, parce que c'était un nouveau champ que je m'ouvrais. Et donc, il y a eu un retard, en particulier en virologie, et en particulier en France, toutes les institutions étaient anti-génome. Que c'était l'INSERM et le CNRS, ou que c'était l'Institut Pasteur. Et donc, il y a eu un retard absolument considérable dans l'approche du génome. C'est un choix délibéré d'être anti-génome ? C'est un choix délibéré parce que on rebattait complètement les cartes. Et que donc, tous les gens qui avaient une position sociale, scientifique, de remettre brutalement en disant, écoutez, non, c'est fini. Non, puis c'est fini. C'est-à-dire que les gens, les 2 ou 3 sujets qui étaient à la mode quand j'étais jeune, c'était la physiopathologie des infections bactériennes, c'était les antibiotiques. Ces sujets-là ont disparu du jour au lendemain devant une brutalité dans la nouvelle connaissance qui était absolument inouïe. Inouïe. Et donc... ou bien alors, moi j'ai souffert comme un damné pour le faire, je vous explique pourquoi. J'ai été président d'université, très jeune. J'étais le plus jeune président d'université, à 42 ans. Je faisais de la recherche à mi-temps, mais ma capacité d'investissement, ma liberté intellectuelle n'était pas suffisante. Donc j'ai décidé de faire une espèce de sabbatique. Et plutôt que de faire un sabbatique et partir à l'extérieur, alors que j'avais une énorme équipe, des enfants, des petits-enfants, je suis resté à Marseille, mais je suis allé dans un autre laboratoire pour prendre un sujet que je n'avais jamais travaillé, qui était la génomique. Et je vous assure, j'ai passé tous mes week-ends, pendant un an, à analyser point par point pour me mettre dans un nouveau champ qui n'avait plus rien à voir, qui était le début de ce champ. Ça devait être le 4e ou 5e génome bactérien. Et à Pasteur, j'avais réussi à faire un appel d'offres par le ministère sur la microbiologie, et le représentant de Pasteur a dit « on fait tout sauf les génomes », ce qui était la plus grande révolution qu'on ait eue de notre vie. Et donc, vous remettiez en cause 20 ans ou 25 ans de travail des gens sur un domaine, et vous leur disiez, voilà, vous allez repartir à zéro. On fait tabula rasa, oui. Et donc, c'est une des raisons. Karl Popper dit ça, c'est un grand génie. Il dit, c'est pour ça que les grandes découvertes ne sont faites que par des jeunes ou des gens qui restent jeunes, c'est-à-dire des gens qui changent, en fait. qui changent de sujet complètement. Si vous ne changez pas complètement de sujet, vous tournez en rond et vous devenez incapable de découvrir quelque chose. Mais c'est d'une violence terrible de changer de sujet, parce que vous redevenez un étudiant. Et que donc, il y a beaucoup de gens, en particulier ceux qui sont aux manettes et qui ne restent pas des enfants. Quand on est un chercheur, on doit rester un enfant toute sa vie. Vous dites que ce qui participe de cet aveuglement, finalement, si on peut appeler ça comme ça, c'est également l'envahissement des modèles mathématiques. Et on l'a vu ça aussi énormément pendant le début de la crise Covid, où on nous a parlé des algorithmes qui nous promettaient un certain nombre de morts, etc. Cet envahissement, il est sérieux, il est prépondérant dans la recherche scientifique ? Non, mais si vous voulez, là aussi, vous savez, il y a deux... je crois qu'il y a trois... Il y a 3 éléments pour essayer de comprendre. La première, je crois qu'il faut rester un naïf, un enfant. Moi, je revendique d'être un enfant. La première chose. La deuxième chose, il faut avoir une distance historique. Il faut connaître l'histoire pour voir qu'elle se répète et que les humains restent qui sont. Et avoir une distance géographique, c'est-à-dire aller voir comment les gens vivent. Oui, ce que vous êtes allé faire, d'ailleurs, on va en parler en Afrique. Moi, j'ai fait ça beaucoup. Historiquement, vous savez, la prédiction de l'avenir, c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Enfin, les Romains avaient les auspices et les aruspices,
tout le monde a toujours aussi... Là, maintenant, on déguise ça, mais moi, j'ai des amis, je ne redoute de discuter avec personne. Quand j'étais jeune, je discutais avec des astrologues. Je vous assure, le degré de complexité qu'ils vous expliquaient, là, ils vous roulaient à la farine avec des étoiles dans tous les sens, des trucs dans tous les sens. À la fin, ils vous prédisaient un truc. Je ne crois pas qu'on prédise l'avenir. Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est imprévisible. Mais maintenant, c'est la même chose que les astrologues, c'est pareil. Ils ont des modèles mathématiques. Moi, j'ai été rédacteur en chef d'un des 2 ou 3 plus grands journaux de maladies infectieuses et je suis rédacteur en chef adjoint d'un des 2 ou 3 plus grands journaux. Tous les articles qui ont un modèle intérieur, je les ai tous foutus à la poubelle directement. Oui. Pourquoi ? C'est parce que il faut y croire. Et que vous ne pouvez demander à reviewer ça qu'à quelqu'un qui fait partie du club, qui fait partie de cette église des gens qui croient. Et vous voyez, c'est mon dada actuellement, je le répète sur beaucoup d'interviews, vous voyez, c'est comme les habits neufs de l'empereur, sauf que ce qu'on ne dit pas dans le conte des habits neufs de l'empereur, vous le connaissez l'histoire, hein, c'est que on peut vous refaire le coup tous les jours, vous marchez tous les jours. Oui. Et Ferguson peut dire tous les 3 ans, il va y avoir des millions de morts. Et 3 ans après, il redira. Et les gens disent, mais Ferguson a dit il y a 3 millions de morts. Mais c'est ça qui est particulièrement étonnant aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi qu'on est très heureux de vous entendre et de vous avoir pour parler un peu du fond et pour retracer tout ça. Si on revient un petit peu, parce que j'aimerais bien aussi vous parler des études, qu'on revienne sur le questionnement des études aujourd'hui, comment... Je ne vais pas vous poser la question de la dernière étude qui vient de sortir qui détruit l'hydroxychloroquine, mais plutôt comment elle peut être publiée, cette étude. On va y revenir aussi. Mais si on revient sur les antibiotiques. D'abord, je suis allée sur le site du ministère de la Santé, comme quelqu'un qui ne connaît pas les antibiotiques, qui veut se renseigner. Qu'est-ce que je dis ? Ils sont efficaces uniquement contre les bactéries, ils agissent en les tuant ou en empêchant leur multiplication. C'est faux. Voilà. Alors, de toute façon, par rapport à ce que j'ai lu dans votre livre, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. C'est pour ça que c'est intéressant. Ouais. Mais site du ministère de la Santé, ouais. Les antibiotiques, à quoi servent-ils ? Les infections virales et les infections bactériennes présentent des symptômes souvent similaires, mais elles ne doivent pas être traitées de la même manière. Donc en gros, il ne faut pas prendre pour les infections virales. Et ensuite, l'antibiorésistance, là on y arrive. Pourquoi est-ce si grave ? Et alors là, Plan Blanc, l'OMS, le G7, le G20, tous les articles sur le G7 et le G20 qui parlent de la réaction à l'internationale, l'organisation qui organise une seule santé, One Health, pour lutter contre l'antibiorésistance. Alors pourquoi est-ce si grave ? J'explique, l'usage abusif, donc je cite le ministère de la Santé, est trop souvent incorrect des antibiotiques, a contribué au développement et à la dissémination de bactéries qui sont devenues résistantes aux antibiotiques. Cette résistance se développe lorsqu'une bactérie se transforme et développe des mécanismes de défense diminuant ou annulant l'action des antibiotiques qui la combattent. Je voudrais qu'on revienne sur ces affirmations du ministère de la Santé, sur ce grand plan Une seule santé qui permet de lutter contre la biorésistance et d'ailleurs qui nous a fait entendre partout dans toutes les communications le fameux « les antibiotiques, c'est pas automatique ». C'est à peu près la seule chose que les gens connaissent des antibiotiques quand on en parle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette biorésistance ? J'aime beaucoup votre image d'Alice au Pays des Merveilles, que vous citez Van Valen, si je prononce bien. Donc, qu'est-ce que c'est que la biorésistance et pourquoi, on va dire, non seulement les grandes institutions, mais, la presse, ça, on ne s'étonne même pas, la relaie. Vous savez, il faut remonter un peu en amont. Vous avez une idée de la manière dont ça marche le capitalisme ? Oui. Alors, vous savez, le capitalisme, ça marche de manière assez simple. Si on a un besoin, il y a quelqu'un qui le fait. L'offre et la demande. Et qui le vend. Pourquoi est-ce que l'industrie pharmaceutique ne fabrique pas d'antibiotiques ? Quand vous aurez répondu à cette question, vous comprendrez pourquoi, comme pour le Covid, on va vous fabriquer des produits dont on ne sait pas si on en a besoin ou pas, parce que personne ne va investir un sou pour un truc pour lequel il n'y a pas de niche écologique. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Donc, quant à dire que les antibiotiques n'ont pas d'efficacité dans les infections virales, ça n'est pas du tout basé sur quelque chose qui est de la connaissance moderne, c'est de la connaissance qui date d'il y a une trentaine d'années, quand on n'avait pas testé.
tout ça, moi je ne suis pas du tout inquiet pour ça. Je suis inquiet pour notre monde parce que il est... C'est révélateur, en fait. Oui, c'est révélateur de l'ignorance de notre monde. Vous savez ce que font les Chinois? Les Chinois sont très malins. On a essayé, fait pareil, mais malheureusement, le collaborateur avec qui je fais ça a eu des problèmes de santé, qui est le même principe que l'hydroxychloroquine. Il y a 2500 molécules qui sont acceptées, validées par la FDA, ce qui est compliqué parce que quand elles ne sont pas faites aux États-Unis, pour qu'elles passent à la FDA, il faut vraiment avoir des moyens puissants. Des sacrés, Sacrés dossiers. Parce que généralement, ils prennent que ce qui est américain. Mais enfin, il y en a 2500. 2500 qui sont réputés sûrs, comme l'était d'ailleurs, comme l'est l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, bien sûr. Médicaments qui sont prescrits à des milliards d'exemplaires. Et les Chinois ont pris toutes ces molécules et ils ont dit, tiens, on va regarder pour toutes les bactéries et pour tous les virus. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? On a les modèles. Et on a les molécules, oui, c'est ça. Et on a les molécules. Et on sait que ces molécules sont sans danger, puisqu'elles sont on les a déjà utilisées, on connaît leurs effets. À la différence d'une molécule nouvelle pour laquelle il faut avoir 5-10 ans de recul avant de savoir si elle est... Et ils ont trouvé, y compris dans le Covid, un nombre de choses extraordinaires. Il y a des antidépresseurs qui marchent contre le Covid, donc il y a des molécules qui n'ont strictement rien à voir. Et l'idée idiote, si j'arrivais simplement à vous convaincre de ça, je ne veux pas convaincre mes collègues, parce qu'ils sont trop enferrés dans quelque chose, que ça n'est pas la première efficacité d'une molécule qui réduit l'efficacité de cette molécule. Une molécule ne sert pas à une chose. Une chose, oui. Ouais. Et c'est quelque Plusieurs directions. C'est quelque chose qui est un contresens humain de penser qu'il y a, vous voyez, juste un petit carré, comme quand on était petit, tac, on peut mettre que le carré là-dedans. C'est idiot. Oui, mais c'est ce que nous faisons. Mais c'est ce que nous faisons en Occident. Les Chinois sont partis sur une voie complètement différente. Ils n'ont pas la puissance des milliards de la finance qui a investi massivement dans les antibiotiques. D'accord ? Il faut savoir que dans tous ces antibiotiques, vous retrouvez à chaque fois BlackRock, Vanguard, c'est tout pareil. Les grands fonds d'investissement américains. Eh bien, du coup, il est beaucoup plus facile pour eux de dire, mais pourquoi on s'embêterait à aller inventer des nouvelles molécules, à prendre 10 ans pour les évaluer, à se faire refuser par la FDA parce que c'est chinois, plutôt que de faire deux choses. Un, s'intéresser à l'histoire. Vous savez, le plus grand médicament qui a été découvert depuis 40 ans. C'est extraordinaire parce que ça va contre toute notre civilisation. C'est une Chinoise qui vivait sous Mao Tse-tung et qui a écouté les gens et qui savait que les gens traitaient le paludisme depuis des années avec l'artésimine. C'est quand même, ça sauve des centaines de millions de gens. C'est pas de l'industrie chimique, c'est pas Merck, c'est pas Pfizer. Donc c'est extraordinaire comme découverte, vous voyez ? Oui, bien sûr, c'est fondamental, mais c'est refusé dans notre monde occidental. Je vous mets à part évidemment avec l'IHU, parce qu'on va parler de ce que vous avez fait notamment avec l'hydroxychloroquine. Justement, vous avez appliqué, et l'ivermectine d'ailleurs, vous avez appliqué ce principe-là, c'est-à-dire réutiliser, pardon si je vulgarise, réutiliser une molécule qui est rentrée dans le domaine public et chercher une nouvelle direction. Exactement. Mais la différence, c'était, il y a deux niveaux. Il y a celui-là qu'ils font en Chine et qu'ils ont multiplié. Encore une fois, je vous dis, il y a 2500. Tout le monde peut le tester. Maintenant, il y a des gens parce que les gens font de l'argent avec tout, très bien, qui vendent des plaques où vous avez les 2500 molécules que vous pouvez tester. Donc vous pouvez tester ça sur... Nous, on a testé ça sur les virus, sur les bactéries. On a des surprises absolument hallucinantes. C'est incroyable. Et... Parce que bien sûr, la nature n'a pas décidé, toutes ces molécules sont des molécules qui sont dérivées de produits naturels ou qui sont des produits naturels. Elle n'a pas décidé, tiens, je vais inventer une benzodiazépine pour les gens qui sont déprimés. Non, il y a une molécule, cette molécule fait 36 trucs. D'accord ? Donc ça, si vous rajoutez ça avec l'histoire, c'est-à-dire les gens disent, la médecine, c'est pas, on n'a pas commencé au 19e siècle à soigner les gens. On savait soigner les gens avant.
Donc il y avait des extraits de plantes. Vous savez, la quinine, c'est l'extrait d'une plante qu'on utilisait au Pérou. On soignait la fièvre avec ça. Donc ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Vous ne croyez pas qu'il y a un progrès d'intelligence, au contraire, il y a une régression ça, du niveau on va y intellectuel. venir. Vous voulez qu'on y aille? Ah oui, intellectuel aussi d'ailleurs, mais du niveau de santé. C'est-à-dire que, mais je ne sais pas si vous voulez qu'on y aille maintenant ou pas, parce que je trouve ça très intéressant. Mais peut-être, puisqu'on était dans l'histoire de connaître l'histoire du pays, de se renseigner, finalement enquêter. Il y a presque un travail d'enquête par rapport à comment chaque population se soignait de manière, on va dire, traditionnelle. Vous êtes allé enquêter en Afrique, notamment, sur les termites. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment ça se passe? Si vous voulez, il y a... Contrairement à ce qu'on vous raconte sur la résistance aux antibiotiques, la résistance aux antibiotiques la plus inquiétante, c'est celle qui atteint les dernières molécules qui étaient un peu les baguettes magiques de l'antibiotique, c'est-à-dire en particulier dans les bêta-lactamines, l'imipénem et puis les céphalosporines de 3e génération. Et d'une manière très intéressante, ces résistances viennent toutes de la zone intertropicale humide. Donc c'est pas vrai que c'est parce qu'on prescrit ça en Europe qu'on fait ça. Oui, parce que peut-être pour expliquer aux éditeurs, en fait, l'idée répandue, en tout cas par l'OMS, les institutions sanitaires internationales et la France, évidemment, et le ministère de la Santé, et relayée par la presse, c'est de dire, attention, nous atteignons une biorésistance parce que nous avons trop prescrit cette molécule, donc les organismes ont appris à se défendre. En fait, vous dites, je vais vous laisser répondre de toute façon, le mécanisme de biorésistance existe certes, mais ce n'est certainement pas... Enfin, vous dites, on en trouve des cas de biorésistance en France dans les hôpitaux et surtout ensuite dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, et puis pour l'apparition de ces résistances dans la zone intertropicale humide qui ne peut pas être expliquée par ce que vous dit le ministère de la Santé. Voilà. En particulier, tout le monde devrait le savoir, la première résistance à l'imipénem s'appelle NDM, ce qui veut dire New Delhi métallo-bêta-lactamase. Donc ça veut dire qu'elle est apparue à New Delhi, et elle n'est pas apparue à Paris. Ça veut dire quelque chose. Oui. Nous, on a trouvé cette même résistance dans des poux d'un village sans électricité au Sénégal. Oui, donc a priori, c'est ni l'agroalimentaire, ni l'industrie chimique agroalimentaire, ni la surprescription de médicaments. Alors, c'est une belle histoire, c'est pour ça que je vous la raconte. Et puis ça montre la manière dont on peut essayer de décrypter les sujets. Oui. Ce que je vous dis est publié, bien sûr. Moi, je ne suis pas un homme qui raconte sa vie des fadas, des bêtises sur les plateaux ou dans les journaux. Donc, on s'est posé la question et j'ai été amené à reviewer, à l'époque où j'étais extrêmement populaire au Lancet, tous ces phénomènes bizarres. On trouve un niveau de résistance très important chez les animaux sauvages anthropisés, c'est-à-dire qui viennent manger dans les villes au Kenya. D'accord ? Donc, on dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, il y a des gens qui analysent la résistance dans des tribus en Tanzanie, et ils trouvent une tribu en Tanzanie, un très haut niveau de résistance, de ces résistances-là, d'apparition récente, pour nous. Oui. Et puis il y en a où il n'y en a pas du tout. C'est une énigme et vous menez l'enquête réellement. J'essaie de comprendre. Et donc, je menais en parallèle une autre étude, et donc j'ai décidé de mélanger les deux études sur quel est le risque de transfert de pathogènes entre les animaux. Ceux qui nous sont les plus proches, bien sûr, c'est les grands singes, c'est les chimpanzés et les gorilles. Et donc, je commence à faire des études pour étudier le microbiote des grands singes, des études que personne n'avait fait avec les techniques que nous avons, nous. Et je vais donc au Sénégal, je ramasse des selles de singes, c'est tout ce qu'on peut avoir. Vous ne pouvez pas faire des prises de sang chez les chimpanzés, je vous déconseille de faire. C'est des bestioles extraordinairement dangereuses. Mais enfin, les crottes, on les ramasse et on regarde, on est sidéré de trouver des Klebsiella qui sont parmi les bactéries les plus dangereuses, qui sont une des choses identifiées comme étant terrifiantes chez l'homme, multirésistantes.
chez les Klebsiella. Chez les chimpanzés. Les Ouais. chimpanzés, on leur a jamais donné, on leur a jamais prescrit ni 10 000 PNM, ni des trucs. Il n'a pas non plus mangé de héblis transformés par l'agriculture. Et en plus, ils sont dans une zone qui est une zone protégée où les hommes n'ont pas le droit de les approcher. Nous, on a le droit on a eu le droit de suivre c'est la fondation Goodall pour ramasser les sels, si vous voulez, mais on peut pas, vous ne pouvez pas les toucher, les chimpanzés. On regarde ça, puis j'avais les souvenirs de ma jeunesse, et donc je me souvenais qu'il y avait un grand débat. Est-ce que les singes utilisent les outils ou pas? Est-ce qu'il y a un débat idiot dépassé? Et en tout cas, on montrait des images de singes. Moi, j'en ai des images de singes qui prennent une tige et qui mettent ça dans une termitière pour attraper les termites. Alors, les termites, il y a 3 types de termites, les ouvriers, les guerriers et puis la reine des termites. C'est ce que vous racontez. Et les guerriers, c'est terrible. Hein. Si vous leur mettez n'importe quoi, ils vous poussent et ils vous font saigner. Hein. Ils ont des lames. Hein. Et donc, les chimpanzés, pour les manger, tac, mettent ça. Les termites attrapent ça et après, ils le mangent pendant qu'ils ont les pinces coincées. Très bien. Donc, on attrape les termites, on regarde les termites. Et qu'est-ce qu'on trouve dans les termites? On trouve les mêmes Klebsiella. Et comme nous, on fait du génome tout le temps, on est maniaque du génome, on regarde, est-ce que c'est les mêmes que l'on trouve chez les singes? Est-ce qu'il y a une épidémie chez les singes? La réponse c'est oui. Il y en a 2 épidémies de Klebsiella qui circulent, donc ils se le passent entre eux. Et 2, est-ce que c'est la même épidémie que les Klebsiella? La réponse qu'il y a dans les termites, la réponse est oui. Donc on commence à dire, mais ça vient des termites. Ça vient d'alimentation. Ça vient des termites. Très bien. Comment ça arrive dans les termites? Ça arrive dans les termites et d'un coup, on apprend un truc incroyable. Moi, je ne connaissais pas les termitières. J'ai eu honte d'être aussi ignorant. Les termites, ça représente 15% de la masse du vivant à la surface de la Terre. C'est inouï. Ça fait, en Afrique, ce qu'on appelle des cathédrales. Ces trucs qui font 3 mètres de haut. Donc là, vous avez des millions de termites. Ah oui, parce que vous parlez de cathédrale dans le livre, mais je ne savais pas que c'était 3 mètres de haut. C'est énorme. C'est immense. Ouais. Si vous regardez des photos dans le truc, vous voyez, généralement, c'est la savane parce qu'ils bouffent toute l'herbe qu'il y a autour. Ils détruisent toute l'herbe qu'il y a autour. Et ils construisent eux-mêmes les termites avec leur déjection. D'accord? Ils digèrent, ils font ça, ils font du ciment avec ça. Et à l'intérieur de ça, ils font un truc tout à fait extraordinaire. Ils ont inventé l'agriculture. D'accord? Donc il y a des chambres successives et ils cultivent des champignons. Et ils les mangent. Les termites cultivent des champignons. Oui. D'accord. Depuis des millions d'années, ils ont inventé l'agriculture bien avant nous. D'accord? Vous voyez que vous êtes ignorante, je vous ai appris quelque chose. Oui, ah ben non, mais ça, je suis ignorante, je le revendique. Oui. Et donc, ces champignons sont au milieu de la termitière, d'accord? Et pourquoi ils cultivent les champignons? C'est parce que ils mangent de l'herbe et ils ne sont pas capables de digérer la cellulose. Et donc, ils se servent de cellulose comme engrais, et les champignons mangent la cellulose, et ensuite ils bouffent les champignons une fois qu'ils ont mangé la cellulose. Donc, ils les élèvent, d'accord? Alors, ils emmènent sur un mécanisme que je ne connais pas encore des spores à l'intérieur de la termitière qui vont donner champignons et ensuite ils mangent les champignons. Très bien. Donc on a les champignons et on a l'herbe qui est apportée à un champignon. Et alors, l'herbe qui est apportée dans les champignons, au milieu de l'Afrique, elle est entièrement bourrée de glyphosate. Moi, je ne savais pas que le glyphosate représentait un truc comme ça. Même le glyphosate, vous savez, quand j'entends... Quand j'entends des trucs dans la presse, non, mais vous pouvez y aller. Je commence toujours par penser que c'est une connerie. Donc vous avez raison, c'est la boussole qui... Non, la valeur prédictive que ce soit une connerie est très importante. Oui. Mais t'entends, c'est pas une connerie. Donc je regarde le glyphosate, et le problème de la glyphosate, c'est pas du tout ce qui est raconté dans la presse. Le problème du glyphosate, c'est que pour faire c'est un insecticide, 2, c'est un antibiotique. Donc Monsanto, c'est pas moi qui le dis, c'est Monsanto. Monsanto a déposé il y a 10 ans, 11 ans, un brevet sur l'activité antibiotique du glyphosate. Très bien. Donc moi je prends le glyphosate, j'ai publié ça aussi. Tout ce que je veux dire, publier, je le teste et je regarde quelles sont les bactéries qui sont sensibles au glyphosate et qui ne sont pas sensibles au glyphosate. Celle qui est le plus résistante au glyphosate, c'est la Klebsiella. Tiens, on retrouve la Klebsiella. Donc le tri de la Klebsiella, c'est le glyphosate. Et ensuite, comment est-ce que le glyphosate a trié les Klebsiella? Bon, les Klebsiella sont venus avec le glyphosate. Là, les termites bouffent
du glyphosate, bouffent ce qui a été sélectionné par le glyphosate, et donc ils ont des Klebsiella. Mais pourquoi les Klebsiella sont résistantes? Les Klebsiella sont résistantes parce que dans toute la Terre, ou à peu près toute la Terre, et en tout cas dans les termitières, il y a des petits arthropodes, c'est pas des insectes, mais c'est proche des insectes, qui sont microscopiques, donc vous ne les voyez pas si vous ne faites pas attention. Et ces petits arthropodes sont, bizarrement, voyez, on revient à votre histoire initiale, sécrètent des antibiotiques. Et ils sécrètent de la pénicilline et des céphalosporines. D'accord ? Et donc, les termites vivent là au milieu d'un endroit dans lequel il y a les champignons. Dans le terreau des champignons, il y a nos petits arthropodes qui sécrètent de la pénicilline et de la céphalosporine. Il y a des Klebsiella, et donc à la fin, vous avez des Klebsiella qui sont résistantes à la céphalosporine, que mangent les termites. C'est leur biotope. C'est leur biotope, et les termites mangent ça, et ensuite les chimpanzés mangent les termites en question, dans lequel il y a les Klebsiella, qui sont des Klebsiella qui sont devenus résistants aux céphalosporines. Donc vous voyez bien, et du coup, si vous imaginez ça, si vous commencez à comprendre ce que je vous dis, les copépodes, il y en a dans votre jardin. D'accord. Donc tous ces tout petits arthropodes, il y en a partout. Donc il y a des céphalosporines et il y a de la pénicilline absolument partout. Il y en a bien sûr dans les champignons, il y en a dans les bactéries, mais il y en a aussi, tout bêtement, dans c'est ce que vous dites, dans votre jardin. Dans votre livre, on a une forme de prétention. En fait, l'homme a la prétention de penser qu'il est le seul créateur de ces antibiotiques, finalement, d'une certaine façon. Mais parce que les hommes sont fous. Oui. Et donc, comme ils veulent prédire l'avenir, vous savez, c'est la même folie. C'est aussi ancien. Mais donc, si on revient aujourd'hui, puisque quand on ouvre les yeux, quand on enquête et qu'on voit vos études qui ont été publiées, donc elles sont reconnues malgré tout, malgré je veux dire, l'ambiance générale, je voudrais qu'on revienne sur le fait qu'aujourd'hui, les institutions internationales sanitaires refusent de voir ça et disent « Attention, attention !» l'antibiotique a été trop prescrit, biorésistance, nous allons tous mourir, enfin c'est presque ça, on ne pourra plus se soigner, et donc il faut tout arrêter, il faut limiter au maximum ces antibiotiques. Et vous dites, c'est absolument pas le cas, d'ailleurs la preuve quand on ouvre les yeux, etc. Ça dépend de quoi. Je vais vous donner un exemple. Les antibiotiques, quand vous parlez des antibiotiques, vous parlez d'un monde qui est extraordinairement vaste. Voilà. Parmi les antibiotiques, il y a des antibiotiques pour lesquels vous n'avez pas besoin de prescrire beaucoup d'antibiotiques pour voir apparaître des résistances, parce que c'est des résistances qui apparaissent assez rapidement. Il suffit d'une mutation, et ça, de sélectionner une mutation, c'est facile. Ces résistances-là, bien entendu, il faut les éviter. S'il n'y avait pas eu une telle prescription, une telle ouverture sur des antibiotiques qui sont des antibiotiques qui devraient rester des antibiotiques de réserve, il n'y aurait pas de résistance. Par exemple, les quinolones, la ciprofloxacine, c'est des antibiotiques qui ne devraient pas être donnés dans les infections urinaires communautaires. On ne devrait pas donner ça parce qu'on sait que le niveau de résistance de ça se développe extraordinairement rapidement. Voilà. Et donc, il y a des antibiotiques pour lesquels, vous voyez, la pénicilline, ou je vais raconter une histoire sur la pénicilline parce que c'est trop beau, mais l'ampicilline, on donne de l'ampicilline depuis 60 ans. Il n'y a pas de streptocoque et de pneumocoque qui soient résistants à l'ampicilline, ce qui représente les antibiotiques qu'on doit donner le plus souvent aux enfants qui sont malades. Et en dépit du fait qu'on en a donné. Donc ça, c'est pas vrai. C'est vrai que dans les infections urinaires, si vous donnez des quinolones, le niveau de résistance, et qu'en plus vous les donnez aux poules, le niveau de résistance des quinolones est explosif. Donc il faut arrêter. Et sur l'amoxicilline ? L'amoxicilline, c'est rien passé. Pourtant, on n'a plus aujourd'hui quasiment en France. On ne peut plus en trouver dans les pharmacies. Parce que c'est pas rentable. Et que donc le prix que la France accepte de payer pour les médicaments génériques en Chine ou en Inde, puisqu'on ne les fabrique plus, parce qu'on les achète à la Chine, oui. Et si bas qu'on n'est pas concurrentiel. Qu'à les acheter 2 fois plus cher, on en aura tant qu'on voudra.
Oui, mais alors là, il y a une question, parce qu'on comprend que l'industrie pharmaceutique cherche, c'est le système capitaliste que vous expliquez tout à l'heure, l'offre et la demande, cherche à faire des bénéfices. Mais les institutions qui font la mise sur le marché ou qui aujourd'hui finalement font le jeu de l'industrie pharmaceutique, comment est-ce possible? Elles sont censées être indépendantes. Vous vous foutez de moi? C'est une question... Non, vous vous foutez de moi. Non, mais c'est... Non, mais vous vous foutez de moi. Oui, c'est volontairement naïf. Ah. Mais je voudrais que vous répondiez. BlackRock tient, je ne connais pas le détail, parce que ça, c'est pas vraiment mon métier, c'est un économiste qui m'a dit 30% de la dette française. Et vous croyez vraiment que l'État est indépendant vis-à-vis de ça? Non, mais il faut rigoler. Oui. Et l'OMS est tenue par Bill Gates. L'OMS est tenue par Bill Gates. Vous avez un de vos collègues journalistes qui m'a dit, mais c'est complotisme. Je me suis dit, non, mais vous regardez les financements de l'OMS. Premier, Bill Gates. Deuxième, les États-Unis. Troisième, Bill Gates. Donc Bill Gates dit à l'OMS qu'il faut faire, investit dans Gilead et dans les vaccins, et recommande les vaccins, recommande Gilead en direct. Lui, il a le conflit d'intérêt, il ne sait pas ce que c'est. Il dit à la télévision, prenez du Remdesivir, si vous voulez, et vous êtes en train de vous foutre de moi en me disant que c'est des choses qui sont indépendantes. Mais vous rigolez. Oui, non, mais je ne rigole pas malheureusement, parce que c'est pas drôle, mais vous avez une idée de ce que c'est? C'était volontairement provocateur. C'est un problème qui ne sera pas le mien, d'ailleurs. Hein. Le monde changera ou explosera en vol ou sera complètement dépassé par des gens qui ont d'autres mœurs, comme l'Extrême-Orient, la Chine. Je ne sais pas ce qui se passera. Mais est-ce que vous réalisez que le chiffre d'affaires de BlackRock, c'est le 3e au monde? Il n'y a plus maintenant que les États-Unis et la Chine qui sont devant BlackRock. Et que les 5 suivants ne sont que des institutions financières. Oui. Vous réalisez, la France est 17e en termes de PIB, alors que c'est un très grand pays. Voyez, si vous intégrez les institutions financières et Apple, et donc c'est inouï, 9 milliards. 9 000 milliards. Mais là, en fait... Vous vous rendez compte de ce que c'est que 9 000 milliards? Non, je me rends pas compte, c'est tellement énorme. Mais ce qu'on comprend, commence à ouvrir les yeux, et c'est pour ça que je disais que votre livre, finalement, part d'un sujet, on va dire, limité, contraint, ce qui est normal, et petit à petit, en fait, ça ouvre des portes sur le monde qui nous gouverne. Et ce que vous dites là, je pense, est fondamental et explique beaucoup de choses sur ce qui s'est passé, notamment pendant la période Covid. C'est la même chose. Oui. C'est pareil. Mais ce qui est terrible, en fait, si on comprend ce système, vous le dites très bien, c'est pour ça que je préfère que ce soit dans votre bouche que dans la mienne, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Vous dites, voilà, les institutions internationales, l'OMS, etc., sont contrôlées par des mannes financières privées à intérêt particulier, privés, notamment américaines d'ailleurs. Et elles sont en conflit d'intérêts permanent. Elles vont faire la promotion de produits pour lesquels elles ont également investi, notamment les vaccins, notamment Pfizer, Johnson & Johnson, etc. Qui ont été payés par les États. Qui ont été payés par les États. Alors là, nous, on est vraiment les impôts. Oui, les impôts. Nous payons les études à ces laboratoires et après, nous rachetons les vaccins qu'ils ont produits, alors qu'on a payé les études. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Quand on arrive à ça... On les achète en cachette. Oui, c'est ça. On les achète en cachette. Ça, c'est le SMS de Ursula von der Leyen. Ouais. Donc quand on arrive à ça, et qu'on sait aussi que c'est... Et si vous dites, il n'y a rien de tout ce que je vous dis qui est contredit par qui que ce soit, mais quand vous dites ça, vous dites c'est un complotiste. Vous ne croyez pas que ces gens, quand même, ont fait ça par bonté d'âme. Enfin, s'ils ont fait ça par bonté d'âme, ils n'ont pas fait ça par intérêt, c'est pas vrai. Mais alors, si on est encore un peu plus, pas vicieux, mais peut-être réaliste, quand on voit la fondation Bill et Melinda Gates, qui pousse, par exemple... qui investit dans certains vaccins, mais qui également joue un peu à l'apprenti sorcier. Ça m'intéresse d'avoir votre analyse sur notamment des laboratoires de moustiques transformés par OGM. Et qu'on voit qu'il a pu provoquer lui-même, ça a été révélé par des articles qui ne sont pas censés être des journaux complotistes, lui-même certaines épidémies.
finalement, il crée un problème et il apporte la solution après. Et il la revend, cette solution. Non, mais si vous voulez, je ne veux pas faire le procès de Bill Gates parce que j'en ai pas les moyens. Je pense, si vous voulez, que le monde occidental, avec le risque de s'écrouler à une vitesse terrifiante, a besoin de trouver de nouvelles règles pour le capitalisme comme il les a trouvées avant. C'est Rockefeller. Si on avait laissé Rockefeller, il aurait été propriétaire de tout le pétrole des États-Unis. Il a fallu une loi, la loi anti-Rockefeller, la loi anti-monopole, pour empêcher ça. La loi pour la lutte contre la criminalité en col blanc, ça date de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. La notion de conflit d'intérêts qui est totalement ignorée en France, qui est un des pays dans lequel on a le moins la notion même de ce qu'est un conflit d'intérêts, et qui a dérivé de manière incroyable aux États-Unis. Moi, il y a encore 15 ans, aux États-Unis, le Massachusetts interdisait que l'industrie pharmaceutique vous offre un café. D'accord ? Oui. Là, les dérives sont arrivées. Là, on n'est plus au niveau du café, là. On n'est plus au niveau du café. Mais quand vous voyez qu'il y a 3 sur 4 des anciens rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine qui disent maintenant nous sommes complètement pourris par l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que toutes les bases de choses que moi je rêvais, ce qui m'irrite, c'est difficile de me mettre en colère, mais ce qui m'irrite, c'est que les choses dont je rêvais, qui étaient merveilleuses, moi je rêvais d'écrire dans le New England Journal of Medicine, d'être invité à plancher au Massachusetts General Hospital et que ce soit retranscrit, d'écrire dans les plus beaux livres du monde. Tout ça, c'était mon rêve, je croyais. Ces gens ont détruit mon rêve. C'est terrible. C'est affreux. C'est-à-dire que là... Le mérite n'est pas reconnu. C'est pas la question. La disproportion du monde financier par rapport au reste du monde dans le monde occidental a pris une ampleur qui fait qu'il faut qu'il y ait vraiment une révolution de l'organisation pour ne pas... Mais comment vous pensez... Regardez, dans la presse, le temps qu'a fait l'histoire de cette commissaire européenne chez qui on a trouvé 1 million en liquide. Oui. On a pu parler pendant 15 jours et c'est fini. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie en termes de civilisation ? Ça, c'est aussi un problème général de notre ère où les informations vont tellement vite. Puis les chiffres, ils nous sont balancés dans tous les sens. Elles ne vont pas si vite. Je ne veux pas que vous commenciez à me haïr, mais je ne suis pas... Je suis moins intéressé par le fait que Gérard Depardieu soit un grossier personnage que par le fait qu'il y a une commissaire européenne qui ait pris 1 million en cash, parce que c'est simplement ce qu'on a trouvé, et que tout le monde s'en fout. D'accord ? Parce que les conséquences générales sur la société et sur notre civilisation ne sont pas de même nature. Oui, mais tout le monde ne s'en fout pas. En réalité, la population ne s'en fout pas. Mais la presse est financée indirectement par ces mêmes groupes dont on parlait tout à l'heure. Oui, là, en l'occurrence, c'était le Qatar, mais enfin, ça veut dire qu'il y a un niveau de corruption au plus haut niveau qui est extrêmement dangereux et qui, dans l'industrie pharmaceutique, rejoint ce type de niveau. Je vais vous dire, jusqu'à l'histoire de l'Oxycontin, parce que quand même, c'est pas la première fois, jusqu'à l'histoire de l'Oxycontin. L'Oxycontin, c'est merveilleux. On vous vend de la morphine en vous disant que c'est pas addictif. Donc là, on revient, c'est surtout la crise, c'est aux États-Unis. La crise des opiacés. Voilà. Non, c'est la même en France. Oui, mais ça a été la grosse crise, c'était surtout en France, aux États-Unis, non ? Non, mais parce qu'en France, vous ne l'avez pas encore. Parce qu'on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé. En France, on distribue l'Oxycontin comme des comprimés. Vous avez mal à la tête, on va vous donner de l'Oxycontin à l'hôpital. Nous, dans l'IHU, mes collaborateurs ont voulu qu'on ne puisse plus prescrire de l'Oxycontin, sauf si c'était un professeur qui la prescrivait, parce qu'on la prescrivait comme des bonbons. Les pharmaciens ont écrit 3 fois pour dire non, mais vous n'allez pas interdire l'Oxycontin dans l'IHU quand même. C'est la morphine. Je dis, attendez, si on a vraiment besoin de morphine, enfin la morphine injectable, c'est que c'est une affaire très très sérieuse. On ne va pas faire ça. Parce qu'au bout de 7 jours, ils sont drogués. C'est ça. Eh bien, c'est ce qu'il faut rappeler aux auditeurs. En fait, l'Oxycontin, c'est de la drogue. C'est la morphine. Oui. Et donc, c'est la morphine en comprimé. Et après, ils vont aller chercher des drogues encore plus dures. Mais pour pouvoir implanter l'Oxycontin, avec nos amis de McKinsey,
Cabinet de conseil de ces laboratoires, dont Johnson & Johnson, je crois. Oui, qui a eu 300 millions, et de Pfizer, qui a eu 300 millions de litiges. Non, 300, ils l'ont taxé de 300 millions, ils n'en ont rien à foutre, comparé à c'est peanuts par rapport à ce qu'ils gagnent. Comment on fait? Mais c'était relativement plus difficile parce qu'il fallait financer les congrès, il fallait financer les prescripteurs et il fallait financer les leaders d'opinion. D'accord? Donner de l'argent à tout le monde. Oui. Ce qui est plus complexe. Mais quand la décision est prise par quelques-uns, c'est tellement plus simple. Et puis la facilité, quand vous avez 10 milliards à dépenser pour convaincre les gens, et que vous avez 10 personnes à convaincre, vous savez, c'est facile. Oui. Tandis que quand vous en avez 100 000 à convaincre, que vous avez 10 milliards à dépenser, vous y arrivez quand même. L'Oxycontin, on l'a vu. Vous savez, ils ne sont toujours pas en prison, c'est toujours pas fini pour nous. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, sur les procès américains, ils ont payé pour ne pas aller en prison, donc ils ont réglé leur... Ah, c'est pas fini. Non, c'est en appel, etc. Non, mais ils les foutront pas en prison. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui ont... Obama avait chiffré à 500 000 morts la crise des opioïdes de l'Oxycontin. Oui. Et là, maintenant, ils sont repartis avec le fentanyl. C'est coquet aussi. Et on voit les images terribles, comment on appelle ça, des zombies, voilà. Des zombies partout aux États-Unis. Ça commence en France. Restons un tout petit peu sur cette crise, parce que justement, elle est intéressante. Elle permet aussi de dérouler un autre fil. Crise des opioïdes, donc communication par McKinsey, cabinet de conseil américain, qui en effet a conseillé notamment Johnson & Johnson, qui est l'un des producteurs de cet Oxycontin. Cabinet de conseil qui a travaillé largement pour la communication du vaccin Pfizer et qui a travaillé presque main dans la main, presque directement, de façon perméable avec notre gouvernement. Si vous voulez, il faut reconnaître une chose qui est un peu rude. Les gens de McKinsey sont intelligents. Intelligents. Ceux des cabinets, oui. Non. Et donc, moi, j'ai vu une étude de McKinsey qui correspondait à mon CHU. D'accord? Ils ont fait une étude, honnêtement. C'est nickel, il y a des chiffres. C'est comparatif. Ils ont dit on va prendre 2 CHU comparatifs, Bordeaux, Lyon, on va regarder quels sont les niveaux de performance, quel est le taux de rotation, quels sont les bénéfices, quelle sont la production scientifique. À la fin, vous avez un rapport qui tient debout. Moi, j'ai eu 4 ou 5 fois des rapports de l'IGAS, qui est l'Institut français. C'est à pleurer. Oui. Donc, si vous voulez, je pense que les gens qui sont au plus haut niveau, sûrement Macron d'ailleurs, c'est bien que s'il veut avoir quelque chose de sérieux, il ne peut pas passer par le ministère de la Santé pour avoir des données qui sont sérieuses. Mais le problème, c'est les intérêts privés, c'est les intérêts étrangers. C'est les intérêts, les conflits d'intérêts d'un cabinet de conseil. Non, mais le problème, c'est que si les gens qui vous font l'analyse sont incapables de faire une analyse, qu'est-ce que vous en faites? D'accord? C'est sûr. Que les autres, vous sachiez qu'il y a un biais, c'est une affaire entendue. Mais que les autres vous foutent un torchon, si vous voulez, de choses qui sont leurs états d'âme, des gens qui ne connaissent pas la loi. Ils ne savent même pas, ils vous disent des choses qui ne sont pas dans le cadre de la loi. Et c'est les institutionnels de ça. Oui. C'est terrifiant. Vous savez, toutes ces grandes inspections qui étaient l'honneur de la France sont maintenant remplies de gens qu'on recase quand on ne sait pas quoi en foutre. Et donc, vous imaginez qu'avec ça, vous pouvez être compétitif avec des gens que vous allez payer 10 fois plus cher, que vous allez sélectionner. Il y a un livre qui décrit très bien le truc de McKinsey sur un autre domaine qui s'appelle La Firme. Il faut lire ça. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Les stars. Ils mettent les stars, ils les payent un prix phénoménal et ils leur font faire un travail qui est un travail de qualité. Qu'après ce travail soit biaisé, qu'on leur fasse faire un travail qui est immoral, c'est un autre problème. Oui. Mais le travail est un travail de qualité. C'est une des raisons pour lesquelles je sais que dans une situation comparable, je ne pouvais pas demander à l'administration chronique française de faire un travail de cette nature-là. Voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple.
me fera des ennemis de plus. Tiens. Ça manquait. Et ça me manque. L'INSERM est une pétaudière. Oui. Tout le monde sait que l'INSERM est une pétaudière. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu les plus grands ennuis avec les gens de l'INSERM. Le mari d'Agnès Buzyn. Qui était le mari d'Agnès Buzyn. Il y a eu une analyse de la Cour des comptes où, d'une manière assez intelligente, subtile, ils ont fini par dire non, quand même, ça va pas du tout, ça va vraiment pas du tout. Et dedans, ils disent, écoutez, il y a même des choses, je sais de qui il s'agit, il y a des directeurs de l'INSERM qui ont fait des gâches pour l'industrie pharmaceutique, ce qui est illégal. Et donc, il faut qu'ils s'arrêtent. Or, il y a une loi en France, je sais parce qu'on a essayé de me l'opposer, et que pour l'instant, on n'a pas réussi, qui est une loi un peu crapuleuse, mais qui est la loi française, qui date de Napoléon, qui s'appelle l'article 40. Et l'article 40, c'est que quand un fonctionnaire, dans son activité, découvre un délit chez un autre fonctionnaire, il doit le signaler au procureur de la République. Ça veut dire que les gens qui ont écrit ce rapport de la Cour des comptes ont désobéi à la loi, puisqu'ils auraient dû dire au procureur de la République telle personne et telle personne ont été payés par l'industrie pharmaceutique alors que c'est interdit par la loi. Oui, mais vous avez certainement suivi l'affaire Moscovici dernièrement. La Cour des comptes a aussi ses intérêts politiques et son propre agenda. Bien sûr. Donc Mais là, ce qui est intéressant, c'est vous voyez que donc c'est écrit, ça. C'est un rapport publié. Mais en fait, ce que je vous dis, c'est publié. Donc il y a des gens qui disent, il y a des gens qui désobéissent à la loi. La loi dit que je devrais le signaler au procureur de la République, et elle dit non, il faut qu'il s'arrête. Vous voyez, ce qui n'est pas la loi. Je voudrais vous poser encore 2 questions. La première, on va revenir, il y a 2 études qui ont été publiées récemment, une sérieuse et une moins. Qui se répondent pas, mais qui, c'est marrant, arrivent à peu près en même temps. Il y a une étude du 6 décembre qui a été publiée par, je vais retrouver, dans la revue Nature d'ailleurs, vulgarisée, moi j'ai pu la lire dans le journal britannique The Telegraph, dans laquelle on apprend, quand même relativement important, que donc c'est une étude de chercheurs de l'université de Cambridge qui révèle qu'environ un quart des personnes ayant reçu des vaccins à ARN messager contre le Covid-19, donc Moderna, Pfizer, ont développé une réponse immunitaire involontaire due à une erreur de lecture du vaccin par le corps créant des protéines donc inoffensives au lieu de la spike du Covid-19. Et en fait, voilà, ça peut provoquer... vous allez me dire ce que ça peut provoquer, justement. Deuxième étude, on va parler des 2. Cette étude qui a été publiée dans la revue Biomédecine et Pharmacothérapie. Les clones, ouais. Voilà, celle-ci donc qui annoncerait, voilà, exactement, qui rappelle. Alors, je précise que nous en avons parlé hier avec le professeur Perron. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut passer rapidement le professeur Perron, mais il va falloir que vous mettiez votre casque. Si vous non, c'est pas la peine. Qui a pris votre défense entre guillemets. Pas besoin, surtout qui est en train de publier une étude pour expliquer à quel point cette revue et cette étude était. Si vous voulez, c'est le même système. On prend 4 clowns dont on ne sait pas qui c'est. Qui parlent de malades qu'ils n'ont pas vu. Oui, c'est ça. D'études. C'est le nouveau système, ça, en fait. C'est le nouveau système, c'est le truc tordu. Alors, je vais vous dire ce que moi, j'ai répondu à ça il y a bien longtemps, mais encore une fois, on voit l'état de délabrement de nos institutions. Oui. Nous, on a fait quelque chose parce que dans la presse, les gens disaient qu'on cachait les morts, qu'il y en a, encore une fois, que j'ai attaqué pour diffamation. J'attends, le procès est un peu long. Et donc, on a fait une chose très simple. On a dit, voilà, donc je pense que ça va devenir le standard des études pharmaceutiques. On a pris 100% des gens qui avaient un diagnostic et qui ne viennent pas de nos bases de données, mais qui viennent des bases de données de l'IHU. C'est indépendant de nous. On a pris tous ceux qui avaient été hospitalisés chez nous. Et là aussi, c'est indépendant de nous parce qu'ils ont dû payer leur hospitalisation. Et donc, on a la liste de tous les gens qui ont été hospitalisés. Chez tous ces gens qui ont été hospitalisés, on a demandé à la pharmacie centrale des hôpitaux, qui est indépendante de nous mettre en face de chaque nom, on doit faire une ordonnance à chaque fois, en face de chaque nom, quel était le médicament qu'ils avaient reçu. Et ensuite, pour savoir ce qu'ils étaient devenus, on a pris cette liste de noms et on l'a mélangée avec la liste de l'INSEE des morts dans les 3 mois qui avaient suivi. Et on a demandé à
à un huissier de justice de vérifier chacune des étapes. Donc là, il n'y a pas de tricherie. On sait qui sont les malades, on sait qui est mort, on sait qui a reçu. Après, quand on invente le premier Lancet Gate, quand on leur a dit où étaient les malades, ils ne pouvaient pas dire où ils étaient. Oui, mais rappelons quand même que le premier Lancet Gate, donc c'est cette première étude qui a été publiée, c'était en 2020, c'est ça? Oui. À partir de laquelle d'ailleurs Olivier Véran s'est fondé, je crois, le jour même ou le lendemain, bien sûr. pour dire on arrête l'hydroxychloroquine, était quand même tenu, vous l'avez expliqué tout à l'heure, 3 zozos machin avec des personnes connues, mais là c'est même pas des personnes connues, enfin si peut-être, mais dans son milieu pornographique, et puis je ne sais trop quoi, donc là on est quand même dans un monde mais complètement délirant, on met des... Publié dans une des plus prestigieuses. Et ils avaient publié une autre étude dans le New England, qu'ils ont dû rétracter aussi, qui n'avait ni queue ni tête. Ouais. Donc c'est ce que ça montre. Et que c'est vérolé jusqu'à là. Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ce coup-là. Là. Non, vraiment... mais j'ai compris, mais moi je trouve qu'il faut vraiment que les gens ouvrent les yeux, parce que tout le système est vérolé. Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait un travail justement empirique, précis, comme vous, est confronté au même niveau que ces actrices porno. Mais moi, ça fait 1 an que j'ai demandé 3 fois à l'IGAS, à l'NSM, et au ministère de la Santé de venir vérifier nos données. C'est facile. Ils ont le droit, ils ont le devoir de faire ça. Ils ne sont jamais venus. Ouais. Donc alors, c'est très frappant. Ce que vous racontez sur le vaccin, c'est une bombe atomique. Oui, alors attendez, on va bien mettre le micro pour entendre la bombe atomique. C'est une bombe atomique. Il y a 2 bombes atomiques. Il y en a une sur laquelle nous travaillons. Nous sommes en train de travailler. On est en train d'écrire l'article. Et puis il y a une deuxième que eux révèlent. Pour ce qui s'est passé, qui part, je m'excuse encore une fois, de Bill Gates. Ça part de Bill Gates à Davos en 2017. Moi, je connaissais à l'époque son conseiller pour les maladies infectieuses. Je lui ai dit, est-ce que Gates est devenu fou? Et il a dit, il va y avoir une pandémie terrible et il va falloir être capable de préparer un vaccin en 3 mois. On ne peut pas préparer un vaccin en 3 mois parce qu'on ne peut pas l'évaluer. Ah oui. Il faut des millions de gens pour évaluer les effets secondaires. Vous l'avez bien vu. Ce n'est pas en testant 100 personnes en cachette qu'on fait ça. Et si vous voulez tester toutes les populations, les femmes enceintes, les enfants, il faut tester 1 million de personnes. Ils vont dire, mais non, on aura besoin d'aller plus vite que ça va tuer des millions de personnes. Bon. Et à partir de ça a commencé l'idée que si on était dans cette situation, on pourrait transgresser toutes nos règles d'évaluation des vaccins. C'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est une des raisons de la bataille contre l'hydroxychloroquine, c'est s'il existe un médicament, alors on ne peut plus transgresser la règle. Oui. D'accord? Puisque ça fait partie, ça, de la loi de la FDA. On peut transgresser les règles s'il y a une urgence incroyable et qu'il n'y a pas d'alternative. Et donc, il ne respecte absolument pas ce que les Américains appellent les good laboratory practice, c'est-à-dire quand on injecte un produit, on doit savoir ce qu'il y a dedans. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était censé être de l'ARN produit par une bactérie qui a intégré le gène de la spike sur un plasmide, qui est un mini-chromosome qu'on a mis dans la bactérie. Une fois qu'on a ça, on doit purifier, c'est-à-dire on doit enlever l'ADN que l'on a de la spike, que l'on a mis dans le plasmide, on doit enlever le plasmide. On met tout ça dans une petite bille de lipides pour que ça puisse rentrer dans la cellule. Il ne faut pas faire rentrer l'ADN dans la cellule, parce que si vous rentrez l'ADN dans la cellule, on le sait. Oui, l'ADN rentre très très facilement dans le noyau. Tous les lymphomes, par exemple, sont dus au fait qu'il y a de l'ADN d'un virus, une bactérie qui est rentrée dans le... C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y aura pas mal de lymphomes. Alors, quand on regarde ce que déclare Pfizer dans la composition, ils disent qu'il y a des traces, et donc ils donnent des chiffres de quelques centaines d'ADN dedans, mais extrêmement peu. Puis il y a un premier papier qui a été publié en disant, mais attendez, nous on a séquencé, on a retrouvé tout le plasmide dans le vaccin. Donc il n'a pas été purifié, le plasma, et il y a de l'ADN. Nous, on a regardé ce qu'il y a comme ADN dans les vaccins, c'est effarant. C'est effarant. On a
je ne sais pas, mais la quantité d'ADN qu'on injecte quand on fait un vaccin est considérable. Donc il y a un premier problème, on ne sait pas ce que fait cet ADN et on ne sait pas ce qu'il va faire à terme. L'ADN dans les cellules, c'est un facteur de cancérogénèse. On ne sait pas ce que ça va donner. La deuxième chose qui a été trouvée, qui est la chose... Mais ça, c'était votre étude. C'est notre étude, et c'était une étude qui avait été rapportée par ailleurs. Ils ont des difficultés à le publier, mais heureusement, il y a des contre-feux, si vous voulez, qu'on appelle les préprints, c'est-à-dire que vous les mettez online et on peut les lire, même s'il n'y a pas de journaux qui les acceptent, parce qu'ils vous obligent à changer la nature de ce que vous dites. C'est intéressant, parce qu'on a vu, par exemple, pour le British Medical Journal, qui était le seul qu'on considérait comme honnête dans les grands journaux, on a vu la version qui était dans le préprint et la version qui était publiée. C'est pas la même. Oui. Tous les commentaires avaient disparu. Peu importe. Là, ce qu'il montre, c'est que voilà, la différence entre l'ARN et l'ADN, c'est qu'il y a deux choses. Il y a une base qui dans l'ADN s'appelle la thymidine, qui est remplacée dans l'ARN par une base qui s'appelle l'uracile, d'accord, qui est très fragile. Et l'ARN se dégrade très très rapidement. Il est mobile. Hein? Il est mobile, l'ARN. C'est pas ça. Il y a beaucoup d'RNA, il y a beaucoup d'enzymes qui détruisent parce que vous ne pouvez pas accumuler. L'ARN, c'est un messager. Vous ne pouvez pas l'accumuler dans votre cellule. Il faut le détruire au fur et à mesure. Donc l'ARN est très fragile. Donc à la fois pour augmenter sa durée de vie et deuxièmement pour que l'uracile ne soit pas détruit trop rapidement. L'uracile, c'est ce qui a valu le prix Nobel, a été remplacé par un simulacre d'uracile. D'accord ? Un pseudo-uracile. Et ce que les gens ont vu dans ce papier du 6 décembre, c'est que le pseudo-uracile, dans un certain nombre de conditions, entraînait ce que nous on appelle des frame shifts, c'est-à-dire que le ribosome qui transforme l'ARN en protéine saute cette zone-là. Il n'arrive pas à la lire. Oui, il parle de même, enfin, je sais pas, en tout cas, The Telegraph dit c'est comme si on pédalait et qu'on sautait une vitesse, qu'on voilà, s'est déraillé. Si vous voulez. Mais en réalité, vous voyez, il lit là, il lit votre phrase, et puis d'un coup, celle-là, il n'arrive pas à la lire, alors il commence après. Oui. Et donc, la protéine n'est plus du tout la même. Et oui. Ce que fait cette protéine, personne n'en sait rien du tout. Mais rien du tout. Mais visiblement, ça provoque quand même une réponse immunitaire. Ah ben, tout antigène. Et oui. Toute protéine nouvelle que vous injectez dans le corps provoque un antigène. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer si cette réponse immunitaire peut parfois avoir des effets néfastes puisque Non, mais là ce que ça nous a appris, là, ce que j'ai tweeté, vous l'avez remarqué, c'est on nage dans l'inconnu, là. Hein. On nage dans l'inconnu. On ne sait pas. On ne sait pas ce que ça fait. Mais rien du tout, on ne sait pas. Mais ça peut être inquiétant. Ah ben, on sait pas ce que ça fait. Mais pas du tout. Ce que ça veut dire... On va découvrir en direct, quoi. C'est sympa. Non, ce que ça veut dire... vous voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher d'essayer de prévoir. Moi, ce n'est pas ma nature. Mais ce que je peux vous dire, c'est que toutes les règles de base du Good Laboratory Practice n'ont pas été respectées. Aucune n'a été respectée. C'est-à-dire que la composition n'est pas connue. Composition, on ne savait pas qu'il y avait autant d'ADN, et que deuxièmement, il est prévu dans la FDA, mais aussi dans la réglementation française qui n'a pas été respectée, dans la réglementation européenne qui n'a pas été respectée, il est prévu d'évaluer ce que sont les produits générés par l'injection que vous avez faite. Et donc, ils n'ont pas regardé ce que nous on appelle le protéome, c'est-à-dire quelles sont les protéines qui sont produites à partir de cette injection d'ARN messager. D'accord ? Donc, c'est deux anomalies très, très profondes eu égard à ce qu'est la loi. C'est-à-dire, la loi dit ça. Mais les gens ont dit, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les gens recommencent à s'exciter encore sur la vermectine, non, mais ça ne marchait pas. Hein. Si vous dites, attendez, on n'a pas respecté la loi parce qu'il fallait sauver tous les gens, premièrement, maintenant qu'on fait le bilan, en dehors des gens qui avaient plus de 85 ans, nous, on a calculé l'espérance de vie des gens qui étaient morts chez nous. On a beaucoup travaillé, nous, mais sur les gens qui sont les nôtres, pas qu'on connaît. Vous suivez vos patients, oui. Oui, on a la plus grande série. Un nom, un visage, pas des numéros. On a la plus grande série mondiale de gens qui ont été traités dans un seul endroit par les mêmes médecins. La plus grande série mondiale. On peut tout regarder.
l'espérance de vie, on a une fille très très bien qui s'appelle Stéphanie Gentil, qui a regardé, qui est une spécialiste de santé publique, qui nous a rejoint pour cette occasion. Elle a calculé quelle était l'espérance de vie des gens qui étaient morts. L'espérance de vie des gens qui étaient morts à l'IHU du Covid était de moins d'1 an. D'accord ? La planète, il n'y a pas de diminution de la population, ni en France, ni dans la planète, quand même. C'est pas vrai. C'est un mensonge, c'est pas vrai. C'était une épidémie d'infection saisonnière, origine respiratoire. C'était en fait c'est un médecin qui m'a appris ce terme, les PPP, les PPH, pardon, c'est ça ? Oui, on disait ça, c'est malveillant quand on ne passera pas l'hiver. Ouais. Mais ce qui veut dire que ce sont des personnes qui, si c'était pas cette maladie-là, auraient pu en attraper une autre. C'est ça que ça veut dire. Oui, surtout, si vous voulez, si on ne les soignait pas, parce que quand même, le discours du ministère, c'est on ne les soigne pas. Oui. C'est-à-dire que quand on les soignait, nous on s'est rendu compte, c'est nous qui avons décrit au moins en Europe ce qu'on appelait l'hypoxie heureuse, c'est-à-dire que tous les critères, c'était pas la grippe, ça c'est Fauci qui leur a dit c'est la grippe, et comme ici, vous n'y réfléchissez pas par eux-mêmes, ils ont dit c'est la grippe, plutôt que d'observer les malades, en réalité on s'est rendu compte que les gens avaient des détresses respiratoires sans être essoufflés. Et que pour ça, il fallait mesurer. C'est moi qui ai dit ça. Tout le monde s'est mis à acheter ça. Ils ont eu raison, d'ailleurs. Vous en avez acheté un ? Non. Tout le monde a acheté ça. Non, mais ça me fait penser... En Russie, ils le faisaient, pour le coup, dans les hôpitaux. Vous voyez, systématiquement, de prendre le... Bien sûr, mais c'est nous qui avons dit ça. Qui avons dit, attendez, mais il faut faire ça à tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas voir simplement sur la respiration, sauf à regarder s'ils ont une dyspnée, c'est-à-dire sur les faire marcher 20 mètres, là vous voyez qu'ils sont essoufflés. Mais sinon, au repos, ils ne sont pas essoufflés, ils ne sont pas malheureux. L'essoufflement, ça vient de l'augmentation de dioxyde de carbone, pas de la baisse de l'oxygène. Et donc, vous avez des gens qui arrivent à l'hôpital avec, au lieu d'avoir 95, qui avaient 63 d'oxygène. Et là, il n'y a plus que la réanimation pour ça. En plus, ils leur foutaient tous des tuyaux dans la bouche, ce qui est très très mauvais. Il fallait les hyper-oxygéner avec des masques, si vous voulez, ou avec des lunettes. Ils ne surveillaient absolument pas les troubles de la coagulation, qui n'existent pas dans la grippe. D'accord, nous, on s'est rendu compte de ça parce qu'on a vu des embolies pulmonaires et on a une très bonne hématologue qui travaille avec nous. Donc déjà, si vous soignez la qualité du soin en dehors même des traitements spécifiques, changez l'espérance de vie des gens. Oui, c'est la différence entre les soigner et pas les soigner. Oui. Si vous dites aux gens, ne vous soignez pas, restez à la maison et prenez du Doliprane, je peux vous dire, vous avez un massacre. Et éventuellement, pour accélérer, filez-leur du Rivotril, comme ça on s'en débarrasse. Voilà. C'est sûr que là, vous finissez par en tuer beaucoup. Mais même en travaillant comme des cochons, il y a quand même en France, il y a la moitié des gens qui sont morts avaient plus de 85 ans. Donc vous parlez d'un ravage monstrueux, là, c'est pas sérieux. Tout à fait. On a légèrement dépassé de quelques minutes le temps imparti pour cette interview, mais si vous le permettez, je voudrais vous poser une dernière question, qui est finalement une question de conclusion, qui était aussi dans votre introduction, donc comme ça on boucle la boucle, sur l'évolution, le changement de paradigme de notre monde et l'évolution de l'espérance de vie. Vous vous rappelez que donc, la courbe de Preston, qui explique que l'espérance de vie augmente avec l'enrichissement, ne fonctionne plus aujourd'hui. Et je crois comprendre à travers tous vos propos que finalement, on arrive finalement à cette industrie pharmaceutique qui est aujourd'hui dans une course à l'échalote, une course en avant, puisqu'elle ne répond plus à la demande de soins, la demande de soigner, et elle est en fait dans une forme d'illusion, de création de produits qui ne servent pas forcément à soigner, mais seulement dans un intérêt capitalistique, financier. Mais est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu cela pour finir ? Là aussi, c'est pas moi, j'invente pas ça. Il y a un journal de l'OCDE qui est publié une fois par an. Il y en a un qui s'appelle Human Health at Glance, dans lequel on montre qu'il existe depuis maintenant une quinzaine d'années une dissociation entre le PIB par tête d'habitant et l'espérance de vie, comme il existe une dissociation entre l'investissement financier dans la santé et l'espérance de vie. Ça décroche. C'est-à-dire que à peu près, je vous parle de tête, mais vous pouvez vérifier, tout ce que je dis, c'est écrit. Hein. Il y a, à partir de $20,000, on ne gagne plus en espérance de vie, et à partir de $10,000 d'investis dans la santé, on ne gagne plus dans l'espérance de vie. Ce qui est la raison pour laquelle les États-Unis ont une espérance de vie qui n'arrête pas de diminuer.
qui est dans un état vraiment qui est effarant. Tous les anciens ennemis les États-Unis finissent par avoir une espérance de vie qui est supérieure à la leur. Donc finalement, l'espérance de vie américaine, après avoir atteint une forme d'apogée, retombe. Oui. Et ce que vous dites qui est passionnant, d'abord je vais juste lire une phrase pour que tout le monde réalise bien. Vous dites, en pratique, l'espérance de vie d'un homme en Tunisie, 78 ans, est équivalent à celle du nord de la France, celle des États-Unis et celle du Kerala, sud de l'Inde. Ouais. Voilà, pour donner... Donc vous voyez à quoi servent tous les médicaments nouveaux qu'aucun peut se payer. C'est ça qui est passionnant. Finalement, ce que vous expliquez, c'est qu'en Afrique, avec les vieux, c'est peut-être les médicaments génériques, les molécules connues, ils se soignent aussi bien, voire mieux. En tout cas, ils se portent parfois... Enfin, l'espérance de vie progresse, tandis que chez nous, elle régresse, détruite par cette même industrie pharmaceutique ou, agroalimentaire, etc., parce qu'on peut mettre tout ça dans le même panier. Oui, si on considère les drogues et tout ça. Globalement, si vous voulez, il y a deux choses que ça veut dire. Il y en a une première, il y a, si vous voulez, les délirants. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc dans la cervelle quand les gens ont plus d'1 milliard, ils doivent devenir fous. Ouais. Donc il y a les délirants des GAFA, si vous voulez, qui vous font des courbes. Il y en a une qui était Word in Data, là c'est un truc qui est payé par la GAFA, qui vous montre que l'espérance de vie va atteindre 120 ans, 130 ans. C'est des fous, c'est pas vrai. C'est idiot, c'est pas vrai. On reste sur l'histoire des courbes et donc, folles. Oui. Mais pour tout ça, bien entendu, il va falloir vacciner tout le monde contre tout. Il va falloir trouver des médicaments pour tout, pour le vieillissement, pour le machin et tout. On va faire les hommes bioniques. Ça tombe bien, c'est eux qui les proposent. Ça tombe bien, c'est eux qui les proposent en même temps. Non, mais je crois qu'ils y croient. Je vais vous dire, je crois que c'est ça. J'essaie de comprendre parce que je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a à avoir 2 milliards quand on a déjà 1 milliard. J'essaie de comprendre. Et donc, ce sentiment de puissance que vous avez quand vous pouvez tout vous acheter, et que vous ne pouvez pas vous acheter une année de vie, même avec le diable, c'est terrible. C'est-à-dire, il y a une discordance là terrible qui est celle de l'histoire. C'est pas que je reviens toujours à l'histoire. Regardez, toute l'histoire des empereurs romains deviennent fous de puissance. C'est ce que les Grecs appelaient l'hybris. Maintenant, les snobs parisiens appellent ça de l'ubris. Transférant ça, c'est un néologisme anglais. Hybris, nous, le Y, en France, on l'a toujours appelé Y, et donc c'est de l'hybris. C'est quand l'excès de sentiment de puissance. Et donc cet excès de sentiment de puissance, quand vous pouvez tout vous acheter, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste soit à faire d'aller dans l'île d'Epstein, là, soit de rêver que vous allez avoir 5, 10 ans de plus que les autres. Et comment on fait ? C'est pas possible quand on a une puissance de cette nature-là qu'on n'ait pas tout ce qu'on veut. C'est pas possible, vous voyez. Mais essayez de vous mettre, vous voyez, dans la cervelle de quelqu'un qui a une telle puissance et qui, au lieu de dire, voilà, je vais faire mon petit tour et puis à la fin de mon petit tour, ça sera fini, ma pièce sera terminée. Les apprentis sorciers, ils veulent vivre plus longtemps et donc peut-être tenter de nous faire vivre plus longtemps. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est plutôt néfaste. Les produits proposés, la communication sur les opiacés, le glyphosate dans l'agriculture, tout ça proposé par les mêmes groupes, finalement, on se rend bien compte que, et c'est ce que vous expliquez avec ce schéma, notamment cette chute américaine, le sucre industriel. C'est pas que le. En fait, l'homme a dû lutter contre la nature. Aujourd'hui, l'homme lutte contre l'homme. L'homme est pas loin de tuer la nature. Et tout, c'est pas eux. On les voit parce que le niveau de gaspillage et le niveau de plus savoir quoi faire, je sais pas, moi je n'arrive pas à juger les hommes, j'aurais pas voulu être juge. Peut-être que Bill Gates au début, il disait mais tiens on va faire du bien en faisant des vaccins et tout, et puis Bill Gates son métier c'est de faire de l'argent, c'est pas de faire de la médecine, et donc tout ça monte et finalement il revient à sa propre nature. Moi je sais pas si ses intentions étaient mauvaises au départ, en plus autour de tous ces gens de pouvoir, il n'y a personne qui ose les contredire. Vous savez, moi je connais ça, qu'à lire Saint-Simon là aussi pour savoir comment ça se passe. Et donc, personne n'ose leur dire, mais tu vois pas que tu es en train de dire des folies. Là. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas transgresser toutes les règles parce qu'on sait pas ce qu'on fait.
Mais je crois que c'est toute l'humanité est arrivée à ça, si vous voulez. C'est notre... c'est le sujet de mon prochain livre. Notre déclin de l'Occident à nous. Enfin non, c'est pas que l'Occident. Non, c'est l'évolution de notre monde. Notre monde est en train d'évoluer vers une destruction totale de la planète. Voilà. Et c'est pas le réchauffement climatique. Oui. C'est de la destruction totale. On a détruit tous les mammifères. Il n'y a plus de mammifères sauvages, il n'y a plus de plantes sauvages. On est en train de tout détruire. Et même les microbes avec le glyphosate. On est dans une situation... Et ce même gaspillage inouï que l'on voit chez les milliardaires, il est vrai à notre niveau. Si vous regardez vraiment, vous, ce qui est nécessaire dans ce que vous achetez, par rapport à... trop jeune, mais moi j'ai vu mes parents. Mes parents faisaient partie de la classe moyenne supérieure. Avec quoi ils vivaient, c'est un smicard, vous n'oserez pas vivre avec ça. Vous voyez, donc ce gaspillage généralisé, avec cette course en avant de l'obsolescence de tout, il faut que tout soit remplaçable pour qu'on en rachète, pour qu'on en ait encore plus, pour que... Mais est-ce que c'est pas... c'est ma dernière question, vraiment, je vous l'assure. Mais est-ce que c'est pas, justement, ce que je disais tout à l'heure, une forme de dernier cri de ce monde devenu fou, mais qui finalement touche aussi à sa fin et que peut-être... tel le phénix, notre monde pourrait renaître de ses cendres. Vous essayez toujours de me faire prédire quelque chose. Non, mais j'essaye de... Non, c'est pas de la prédiction. Je voudrais... on a l'impression qu'on est en effet dans une course folle. Ouais. Mais donc, en général, les courses folles finissent mal. Ce que je veux dire, c'est que peut-être ce monde touchera à sa fin. Et peut-être pour j'essaie de me rattraper à quelque chose de positif. Moi, tous les hommes ne sont pas fous. Moi, je vais en Afrique régulièrement parce que je suis content, mais ils ne sont pas fous. Hein. Oui. Donc, ils sont moins fous que nous. On sera peut-être sauvés par les pays, notamment du Sud. Ben oui, d'ailleurs, il y a une espèce de suicide des pays occidentaux, si vous voulez, hein, qui se traduit. Moi, je crois beaucoup à la disparition. C'est pas la première fois que les civilisations urbaines disparaissent. Hein. Je crois que les civilisations urbaines disparaissent parce que le pourcentage de parasites, c'est-à-dire ceux qui produisent rien et qui font rien, par rapport à ceux qui produisent, devient trop important. C'est la connaissance du microbiologiste, mais en version humaine. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, professeur Raoult. C'était absolument passionnant. Et je rappelle le titre de ce livre, tout aussi passionnant, Ni angélique ni diabolique, les antibiotiques, aux éditions Michel Lafon. Merci à vous tous, évidemment, mais c'était attendu. Nous avons encore battu un record total de nos audiences, mais très très attendu pour le professeur Raoult, qui a toujours autant de succès auprès de la population. Merci beaucoup à vous tous et je vous dis à demain, 7h30 avec Nicolas Vidal.